Final Fantasy est l'une des plus célèbres sagas du RPG japonais. Pourtant, en plus de 10 années de diffusion, un seul épisode avait été traité dans Retro & Magic. Final Fantasy VI, un titre certes extraordinaire, qui méritait bien une émission pour lui tout seul. La série ayant fêté son 30e anniversaire l'année dernière, le temps est venu de retracer son histoire depuis ses humbles débuts sur Famicom jusqu'au blockbuster sorti sur la première PlayStation. Le Retro & Magic d'aujourd'hui reviendra plus spécifiquement sur les 3 épisodes 32 bits, qui ont permis à la série de rencontrer un succès planétaire et ont fait de son développeur Square un géant du jeu vidéo. Notez que pour des raisons pratiques, les images utilisées dans cette émission ont été capturées sur les versions PC. Si Final Fantasy VII allait devenir l'un des titres emblématiques de la PlayStation, ce 7e épisode devait originellement sortir sur Super Famicom. Mais le développement en parallèle de Chrono Trigger obligea l'équipe à revoir son planning et à repousser la production de FF7. Il fut alors question de développer le jeu pour la nouvelle console de Nintendo, alors connue sous le nom de code Ultra 64. Une démo technique tournant sur station Silicon Graphics, utilisant les personnages de Final Fantasy VI modélisés en 3D, est souvent considérée comme un prototype du rendu que Square avait en tête pour cette version 64 bits. Mais les relations entre Square et Nintendo sont devenues tendues pendant le développement de Super Mario RPG, et Square décide finalement d'abandonner l'Ultra 64 au profit de la console 32 bits de Sony, la PlayStation. Le support CD a probablement influencé ce choix, offrant à Square l'opportunité de pousser toujours plus loin l'aspect narratif en proposant de nombreuses scènes précalculées. Très affecté par le décès de sa mère durant le développement de Final Fantasy VI, Sakaguchi Hironobu va utiliser l'histoire et les thèmes de Final Fantasy VII pour surmonter cette tragédie personnelle. Le concept de rivière de la vie, inspiré des théories de l'écologue anglais James Lovelock, est présent dès les premières esquisses du jeu sur Super Famicom. À l'époque, le jeu est censé transposer Final Fantasy dans le monde réel, l'action se déroulant dans une version futuriste de New York. Le joueur y aurait incarné un groupe de rebelles cherchant à saboter les réacteurs exploitant la mystérieuse énergie Mako, qui sape la force vitale de la planète. Au final, FF7 prendra place dans un monde fantastique, quoique plus moderne et urbain que les précédents jeux de la série, et New York sera remplacé par la cité industrielle de Midgar, fortement inspirée de l'esthétique cyberpunk. Le personnage principal de Final Fantasy est Cloud Strife, un mercenaire cynique, louant ses services et son énorme épée au groupe éco-terroriste Avalanche. Avalanche s'oppose à la méga-corporation Shinra, qui exploite les réacteurs Mako sans se soucier de la planète. Ancien membre des forces spéciales du Soldat, Cloud s'intéresse peu au fond idéologique du conflit. Sa rencontre fortuite avec Aeris, une jeune fleuriste au passé mystérieux vivant dans les bas-fonds de Midgar, va toutefois l'amener à s'impliquer davantage. Le scénario, bourré de mystères et de rebondissements, finira par opposer Cloud et ses compagnons à Sephiroth, guerrier d'élite du Soldat supposé mort des années auparavant. Psychopathe charismatique aux airs de Bishonen, Sephiroth est rapidement devenu l'un des antagonistes les plus populaires de la série. Comme dans FF6, les personnages jouables de Final Fantasy VII possèdent tous leurs particularités de gameplay et capacités uniques. S'ils sont moins nombreux que dans le 6e épisode, les héros de FF7 sont tous attachants, et certains sont pour le moins originaux, comme Red 13, une sorte de félin doué de parole, Keiichi, le chat marionnette juché sur un robot Moogle, ou encore Vincent, le pistolero taciturne aux airs de vampire. Graphiquement, Final Fantasy VII est tout à fait spectaculaire. Lors des phases d'aventure, le joueur contrôle un avatar super deformed dans des décors en images de synthèse fourmillant de détails. Une fois sorti de Midgar, la carte du monde est en 3D. Comme le veut la tradition de la série, le joueur pourra plus tard utiliser un aéronef pour la survoler et accéder à des régions reculées. Mais ce sont certainement les combats qui impressionnent le plus. Si le système de jeu n'a pas vraiment changé depuis l'ère Super Nintendo, la 3D permet à Square de véritablement mettre en scène les coups critiques et autres magies. Les invocations notamment en mettent plein la vue et deviendront rapidement un aspect emblématique de FF7. Le jeu introduit également le nouveau concept des Limit Breaks, des attaques spéciales propres à chaque personnage qui peuvent être déclenchées lorsque la jauge est remplie. Parmi les autres nouveautés, notons le système de materia, qui peuvent être sertis à l'équipement des héros afin de débloquer de nouvelles capacités. Square a également inclus un véritable jeu dans le jeu sous la forme de l'élevage de chocobos, les meilleurs matérias étant dissimulés dans des régions qui ne peuvent être atteintes qu'en chevauchant certains types de chocobos. On se souvient également des combats contre les armes,
gigantesques kaiju biomécaniques qui ne pourront être vaincus que grâce à une stratégie sans faille. Musicalement, Final Fantasy VII est également une franche réussite, Uematsu Nobuo offrant ici certains de ses thèmes les plus inspirés, renforçant avec brio les moments d'émotion qui parsèment l'aventure. S'il n'est pas aussi long, ambitieux et épique que Final Fantasy VI, ce 7e épisode n'en est pas moins l'un des tout meilleurs jeux de la série, et reste cher au cœur de nombreux joueurs. FF7 est notamment le premier Final Fantasy à sortir en Europe en dehors de Mystic Quest Legend. Le jeu a bénéficié pour l'occasion d'une traduction française intégrale, mais celle-ci se révèle assez catastrophique, multipliant les contresens et les maladresses et rendant certains pans de l'histoire presque incompréhensibles. Final Fantasy VII conserve encore aujourd'hui une aura légendaire, et un remake réclamé par les joueurs depuis des années est actuellement en développement. Suite au succès rencontré par Final Fantasy VII, Square ne tarde pas à mettre en chantier un 8e épisode. Forcément attendu au tournant, Final Fantasy VIII continue sur la lancée de son prédécesseur en proposant un univers plus technologique et des personnages au design plus réaliste, dessinés par Nomura Tetsuya. Sakaguchi Hironobu sera peu impliqué dans le développement, accaparé par la réalisation de ce qui deviendra le film Final Fantasy, les créatures de l'esprit. On incarne cette fois-ci Squall Leonhart, héros taciturne pour ne pas dire apathique, dont le patronyme est un clin d'œil à l'un des protagonistes de Final Fantasy II. Membre de l'université de Balamb Garden, Squall se destine à devenir un Cid, un mercenaire d'élite. Entraîné dans le conflit opposant le duché de Dolet à la République de Galbadia, Squall fait la connaissance de la belle Linoa Artili. Final Fantasy VIII est certainement l'un des épisodes les plus ouvertement romantiques de la saga, et l'histoire d'amour de Squall et Liona est souvent un facteur déterminant pour ceux qui aiment ou détestent le jeu. Car si Final Fantasy VIII sera un succès commercial, c'est aussi un épisode assez controversé. Outre son univers et ses personnages, Square décidera de chambouler la formule Final Fantasy, en proposant un nouveau système de jeu assez clivant. Les invocations de Final Fantasy VII font place aux Guardian Forces. Si le principe est en apparence similaire, les Guardian Forces possèdent leur propre barre de vie et points d'expérience, et devront être améliorés au même titre que les personnages principaux. Ce qui signifie les utiliser encore et encore lors des combats, et le joueur se lassera en général bien vite de revoir sans arrêt les mêmes animations interminables. Il n'y a par ailleurs plus de points de magie dans Final Fantasy VIII. Les magies sont devenues des consommables à usage unique qu'il faudra voler aux ennemis ou puiser dans des sources. Ces magies peuvent également être assignées à certaines des caractéristiques des personnages afin de les renforcer. Par exemple, en assignant une magie feu à l'attribut défense magique, le personnage renforcera sa résistance au feu. Malgré la présence d'un didacticiel in-game, le système reste beaucoup trop confus et compliqué, ce qui est probablement pourquoi Square a inclus une option pour automatiser l'attribution des magies. Entre deux donjons, le joueur pourra par ailleurs s'adonner à un mini-jeu de cartes nommé Triple Triade. Malgré ses défauts et son gameplay clivant, Final Fantasy VIII reste un bon RPG japonais et enchante à nouveau le joueur avec ses nombreuses scènes cinématiques qui représentent à l'époque ce qui se fait de mieux en images de synthèse dans un jeu vidéo, à l'image de sa magnifique séquence d'intro à la musique inoubliable. Le développement de Final Fantasy IX commence avant même la sortie du 8e épisode. Sakaguchi Hironobu sait qu'il s'agira du dernier épisode de l'ère 32 bits, et décide donc d'en faire une sorte d'épisode hommage faisant référence à la série dans son ensemble. Il décide également de revenir à un univers médiéval fantastique aux personnages plus enfantins et au ton plus léger. Un retour aux sources qui sera salué par les fans de la première heure, mais décontenancera les nouveaux fans ayant découvert la série avec les épisodes 7 et 8. Si Final Fantasy IX rencontrera un succès légèrement inférieur à ses deux prédécesseurs, Sakaguchi le considère comme son épisode favori de la saga, et celui qui représente le mieux sa vision. Final Fantasy IX commence par l'enlèvement de la princesse Grena du royaume d'Alexandrie par une bande de voleurs menée par Jidan, à l'occasion d'une pièce de théâtre jouée devant la reine Brannet. L'enlèvement ne se passe pas du tout comme prévu, d'autant que la princesse cherche elle-même à fuir le château, et la troupe embarque plus ou moins contre leur gré Steiner, un chevalier dédié à la protection de Grena, et Bibi, un mage noir naïf parti découvrir le monde. C'est le début d'une grande aventure qui les opposera à la reine, ainsi qu'aux manigances du mystérieux Kuja. L'univers visuel de Final Fantasy IX est somptueux, avec des décors précalculés bourrés de détails et d'animations. Et les designs des différents personnages, conçus par Amano Yoshitaka, débordent de personnalité et d'originalité.
L'histoire en elle-même est très classique et renvoie directement à l'âge d'or des épisodes 16 bits, quand la série se prenait un peu moins au sérieux. Le joueur aguerri n'y trouvera que peu de surprises, mais elle n'en est pas moins efficace. Les musiques d'Uematsu Nobuo sont une fois de plus somptueuses, et toujours dans l'esprit d'hommage à l'ensemble de la saga, on y retrouve de nombreuses références musicales aux thèmes des précédents Final Fantasy. Du côté du gameplay, Final Fantasy IX abandonne le système du 8e épisode et renoue avec la formule classique de la série. Les Limit Breaks sont désormais des transformations appelées trans, rappelant fortement les Super Saiyans de Dragon Ball. Ce qui n'est probablement pas un hasard quand on se rappelle que les équipes de Square ont travaillé main dans la main avec Toriyama Akira sur Chrono Trigger et Tobal. La queue de singe de Jidan est d'ailleurs probablement elle aussi une référence au personnage de Son Goku. Quant aux invocations, elles sont toujours aussi spectaculaires, mais heureusement nettement plus courtes que dans FF8. Parmi les nouveautés de cet épisode, on notera le système d'Active Time Event, qui permet de voir ce que d'autres personnages sont en train de vivre à certains moments de l'histoire. Ou encore la Mock Post, une quête au long cours demandant aux joueurs de transporter des lettres entre les différents Moogles qui peuplent le monde et servent également de point de sauvegarde. Les 3 épisodes de Final Fantasy sortis sur PlayStation marquent un jalon important dans la démocratisation du RPG japonais. Jusque-là considérés comme des jeux de niche destinés à un public de hardcore gamers, les Final Fantasy se sont imposés sur 32 bits comme les fers de lance d'une vision à grand spectacle du jeu vidéo, avec des personnages complexes, des histoires riches et une volonté affirmée de susciter l'émotion chez le joueur. Ils sont désormais considérés comme des classiques non seulement du JRPG, mais du jeu vidéo tout simplement.